Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présent aujourd'hui pour cette table ronde consacrée à la famille dans le cadre du forum Retour en France organisé par Expat Pro. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Expat Pro, c'est un réseau de professionnels de l'expatriation. Ce réseau comporte des professionnels qui sont sélectionnés pour, d'une part, leur expertise dans leur domaine et aussi pour leur très bonne connaissance des problématiques liées à l'expatriation. Voilà, alors vous pouvez tous les retrouver sur le site internet expat-pro.com. Voilà, alors aujourd'hui, le thème de cette table ronde, c'est la famille. Donc, je vais vous présenter les trois intervenantes et qui aborderont chacune à leur tour un petit peu des domaines particuliers concernant la famille. Et puis, je laisserai aussi la parole à Valérie Roger, qui est présidente de Paris, l'association Paris Accueil. Alors, dans l'ordre, nous aurons donc Isabelle Rader. Isabelle est psychologue. Elle est expatriée depuis une dizaine d'années aux Pays-Bas. Connaissant bien le contexte de l'expatriation, elle accompagne des enfants, des adolescents et des adultes dans son lieu de consultation à La Haye ou bien en visioconférence. Cécile Chavant. Donc, Cécile est conseillère conjugale. Elle vit également aux Pays-Bas depuis une douzaine d'années. Elle accompagne plus particulièrement les personnes en couple qui sont dans des parcours d'expatriation. Elle propose des consultations en duo ou en solo et également des ateliers thématiques en ligne. Enfin, donc Marie-Guénelle Polic, qui elle, est sur un autre continent. Bonjour. Elle est coach, elle est coach familiale, maman de 2 ados. Elle a enseigné au lycée pendant 15 ans, en France et à l'étranger. Et depuis quelques années, elle s'est spécialisée dans l'accompagnement des enfants et des adolescents. Basée aujourd'hui à Atlanta, elle exerce en tant que coach familial et accompagne aussi à distance les familles expatriées. Voilà. Donc, avant de vous laisser la parole à toutes les trois, j'accueille donc Valérie Roger, présidente de l'association Paris Accueil, qui va nous présenter en quelques mots l'association et en quoi elle peut vous aider lors d'un retour d'expatriation. Merci Catherine. Bonjour à toutes. Oui, je représente Paris Accueil qui fait partie du réseau de la FIAF. Donc nous proposons exactement le même service que les accueils de l'étranger, mais à Paris, Île-de-France. Donc il ne faut pas hésiter à faire passer le message, nous contacter puisque nous sommes là pour soutenir, aider les personnes qui arrivent. On va dire socialement, enfin voilà, c'est une écoute et un soutien principalement. Donc vous nous retrouverez sur pariaccueil.com et sur notre page d'accueil, il y a une barre menu avec un onglet qui s'appelle Votre retour, dans lequel il y a beaucoup d'informations à regarder, à diffuser. Donc n'hésitez pas une fois à Paris à venir nous voir. Merci. Merci beaucoup Valérie. Voilà, donc je ne saurais que renforcer effectivement cette injonction à rejoindre cette association qui peut être d'une grande aide lorsqu'on rentre et qu'effectivement on a besoin de soutien. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Donc, quels sont les défis qu'une famille notamment peut rencontrer lors d'un retour en France? Et je pense que c'est Isabelle qui va commencer à nous donner quelques points d'éclairage. Merci Catherine et Cécile de donner la parole. Donc en fait, en effet, nous allons voir là maintenant la question du défi de rentrer en France, ce fameux retour en France. Quand il y a un départ pour une expatriation, il existe toute une série d'accompagnements qui sont destinés aux familles pour les aider à s'adapter au pays d'accueil. Il y a des aides au niveau de la famille, au niveau du travail, du logement, de l'intégration, etc. Depuis plusieurs années, il y a une prise de conscience de l'importance du retour de l'expatrié dans son pays d'origine. Lors du retour dans son pays d'origine, l'expatrié est censé rentrer chez lui. Or, en fait, il redécouvre, on s'aperçoit en fait qu'il découvre ou redécouvre un pays qui peut lui apparaître comme nouveau et qui peut se traduire d'ailleurs par ne pas reconnaître son pays. Ne pas se sentir à sa place avec les personnes qui connaît tant. Et donc, un peu ce sentiment de se sentir étranger dans son pays. Ainsi, ce retour au pays peut ne pas être facile. C'est une période de transition qui a été évoquée dans certains écrits en termes de choc culturel inversé ou de choc identitaire. En fait, donc cette notion de retour peut être
Donc, c'est une transition qui peut être vécue comme un vrai défi pour les personnes dont le pays d'origine peut apparaître comme nouveau, voire comme étranger. Il y a donc des aides qui se sont développées pour accompagner les familles dans ce retour au pays d'origine. D'ailleurs, la table ronde organisée par Catherine et Cécile aujourd'hui qui propose donc d'aborder ce thème. Donc, il y a un bel exemple d'aide pour les familles et donc pour aider les familles donc à mieux comprendre cette période de transition, mieux la préparer et mieux la vivre. Alors, en quoi cette période de transition, quelles sont ses caractéristiques? D'abord, le point de départ, c'est qu'est-ce qui a décidé ce retour? La réponse à cette question, elle est importante parce qu'elle va influencer le vécu de cette transition. Alors, est-ce que c'est un retour, c'est une décision de retour qui a été choisie? Est-ce qu'elle a été souhaitée, imposée? Est-ce qu'elle concerne un membre de la famille ou toute la famille? Est-ce qu'elle se fait en un temps ou en plusieurs temps? Les raisons de ce retour, est-ce qu'ils sont professionnels, familiales ou peut-être de santé d'ailleurs ou autres? La notion de cette transition, elle peut, au niveau de la durée, elle peut durer plusieurs mois, voire un an, ce qui est une durée qui est relativement longue, parce qu'en fait, dans cette transition, on verra par la suite qu'il y a un processus de réadaptation qui se met en place. Sinon, cette transition, elle est caractérisée par des changements extérieurs. C'est-à-dire que quand la famille revient dans son pays d'origine, donc quand elle rentre chez elle, elle devrait avoir le sentiment d'être chez elle, de reprendre sa vie, de reprendre ses habitudes, ses repères. Or, elle va être confrontée à des changements. Il va y avoir des changements au niveau familier, des lieux, pardon, de lieux familiers, c'est-à-dire d'arriver dans un lieu qui devrait être connu mais qui a changé, par exemple un réaménagement d'un quartier, etc. Il peut y avoir aussi des nouveaux codes sociaux, par exemple des changements au niveau de la langue, par exemple des nouveaux mots. Il peut y avoir aussi également des nouveaux gestes, des nouveaux vêtements. Les codes sociaux, c'est ce qui permet d'avoir le sentiment d'appartenance à un groupe. Or, quand la famille ne reconnaît pas ce code social, quand elle rentre chez elle, elle va avoir donc elle va devoir réapprendre ces nouveaux codes pour pouvoir être de nouveau intégrée dans le groupe. Comme autre changement extérieur, il peut y avoir aussi des nouveaux sigles ou des nouvelles références. Par exemple, dans le monde du travail, répondre à une annonce, ne pas connaître le sigle ou faire une mauvaise interprétation, une mauvaise lecture du sigle, par exemple, qui peut créer des malentendus. Il peut y avoir également comme autre changement, les autres changements, c'est les changements de personnes, de l'entourage. Parce que les personnes ont évolué, elles sont plus âgées, elles ont connu la maternité, la paternité, elles ont un autre travail, des problèmes de santé ou des situations familiales de séparation, par exemple, qui peuvent aussi arriver. Il y a aussi des changements des relations avec l'entourage, donc des changements au niveau des interactions. Alors qui peuvent créer aussi parfois des distances avec la personne qui revient au pays ou la famille qui revient au pays d'origine, avec une moins bonne communication et du coup qui peut créer donc un sentiment de moins être compris par l'entourage. Il y a également et donc tous ces changements de l'environnement et des interactions familiales et sociales vont donc confronter brusquement les personnes qui reviennent à un pays qui est différent, mais sans qu'il ait pu vivre cette progression et sans qu'il ait pu y participer. Et ce qui peut donner une impression de plus être à sa place ou de ne pas reconnaître l'entourage.
Il y a également aussi des changements personnels. Au contact de la culture d'un ou plusieurs pays d'accueil, la famille a dû s'adapter, elle a dû s'ajuster et donc elle peut avoir des nouvelles valeurs, des nouvelles habitudes, des nouveaux codes qui sont autres que celui du pays d'origine. C'est la question en fait de l'interculturalité de l'expatrié et qui va avoir un impact sur sa dynamique et sur la construction de son identité. Et en effet, donc l'expatrié va découvrir pendant son expatriation, il découvre plusieurs cultures et il va être en mesure du coup de faire des choix au niveau de ses valeurs et de ses codes. Et parfois, du coup, des codes ou des normes qui existent dans le pays d'origine peuvent paraître inadaptés parce qu'il a connu autre chose dans le pays d'où il vient, le pays d'accueil. Et du coup, parfois, il va faire des choix de codes ou de valeurs du pays d'accueil qui peuvent créer des conflits quand il revient dans son pays d'origine. Au niveau du changement personnel, il y a aussi l'évolution de la personne qui est liée avec son âge, avec la maternité, le travail, différentes expériences, donc elle évolue. Donc en fait, une personne, en effet, une personne évolue quand elle revient, elle a évolué, mais elle revient aussi dans un environnement qui a lui-même évolué. Il y a la question aussi également de l'ambiguïté autour du terme de retour. Comment il est perçu, c'est-à-dire que quand une personne revient, elle peut s'entendre dire, est-ce que, par exemple, le fait d'être contente d'être rentrée chez elle. Or, il peut y avoir un décalage avec le ressenti. Parce qu'en effet, du fait des changements extérieurs et personnels, il peut y avoir ce décalage entre les attentes et les besoins de la famille avec la réalité du retour. Et la personne pensait donc retrouver des repères qu'elle ne retrouve pas. Elle pensait retrouver des interactions familières et connues avec son entourage qui sont distantes. Donc, le retour cette notion de retour peut être moins facile, en effet, et l'idée de ne pas se sentir chez soi n'a pas été imaginée quand la personne est revenue. C'est vrai que vivre comme un étranger dans un pays étranger, c'est quelque chose qui paraît avoir du sens et auquel, du coup, la personne va se préparer. Or, vivre comme un étranger dans son pays d'origine, ça c'est quelque chose qui n'a pas forcément été imaginé et d'où le fait que la personne va devoir en fait mettre en place des mécanismes de réadaptation pour revenir dans son pays d'origine. Toutes les situations de retour, en fait, il y a une multitude de situations. Le retour, en fait, il est propre à chaque famille. Et d'ailleurs, il serait compliqué de faire un modèle type de retour valable pour toutes les personnes et pour toutes les situations. Et d'ailleurs, c'est pour la raison pour laquelle il y a maintenant des types d'aides qui sont possibles avec des associations et des professionnels qui proposent un accompagnement. Maintenant, j'aimerais aborder la question comment peut se manifester. Il peut y avoir des signes cliniques qui peuvent se manifester pendant cette période de transition. Alors, je vais en énumérer quelques-uns, mais voilà, c'est juste à avoir en tête, c'est juste à titre indicatif. Donc, au niveau des signes cliniques qui peuvent apparaître, il peut y avoir des émotions de tristesse, de colère, une irritabilité, de l'anxiété, des changements d'humeur. Il peut y avoir également des sentiments de frustration, de déracinement, d'incertitude ou de confusion, des ressentiments
critiques vis-à-vis du pays d'origine et des regrets par rapport au pays d'accueil, des comportements d'isolement, de démotivation ou de désengagement à l'école, au travail, avec ses amis ou dans les activités. Il peut y avoir aussi également une fatigue physique et morale pendant cette période. Toutes ces émotions, ces sentiments et ces comportements que je viens d'énumérer, en fait, ils sont vraiment très variables d'une personne à l'autre. L'idée, c'est que, de vous les présenter, c'est que d'avoir en tête que des symptômes et des signes cliniques peuvent apparaître et qu'ils font partie de ce processus d'adaptation pendant cette transition et ils font partie d'une certaine normalité. C'est ce qui permet à la personne de se réajuster à cette nouvelle situation. Par contre, il peut y avoir cette période d'adaptation, elle peut aussi s'accompagner d'un vrai mal-être et d'un changement d'humeur qui est très important, d'une remise en question de l'identité, qui peut aller jusqu'à un syndrome dépressif. Et là, à ce moment-là, c'est important d'aller consulter un professionnel de santé. Pour finir, j'aimerais parler des répercussions de cette période de transition. En fait, pendant cette période, il peut y avoir des réactivations des conflits, conscients ou inconscients d'ailleurs. Par exemple, c'est vrai que le fait d'être parti en expatriation, l'éloignement de la famille du pays d'origine a pu parfois a pu mettre à distance en fait ces conflits. Et le fait de revenir, du coup, ça vient réactiver ces conflits. Donc, c'est une période où il peut y avoir une amplification des émotions. L'histoire personnelle peut ressurgir, il peut y avoir des tensions qui apparaissent à ce moment-là dans les relations familiales, le couple, par rapport à soi-même également. Donc, toute cette période de transition peut réactiver ces éléments qui sont sensibles. Et en fait, comme la personne, en fait, elle est plus là-bas, elle est plus dans le pays d'accueil, et elle n'est pas encore chez elle. Elle est un peu entre les deux. Et ça, cette période-là, ça peut être difficile pour elle. Ces changements dont nous avons parlé précédemment, ils viennent bousculer en fait le sentiment de sécurité, le fait de plus avoir ses repères, le fait de ne pas reconnaître des lieux familles, etc., ou d'avoir des changements au niveau des codes, au niveau de façon de faire, ça vient bousculer le sentiment de sécurité et d'appartenance, et d'où le besoin de retrouver ses repères et de retrouver des routines. Et cela se fait par donc le processus d'adaptation que j'évoquais à un moment donné, donc ce processus de réajustement et de réadaptation par rapport au pays d'origine. Et en fait, c'est un processus qui a déjà été mis en place lors de l'expatriation. Donc, en fait, c'est de réactiver un processus qui a été mis en place lors de l'expatriation et de le mettre du coup en place lors du retour dans son pays d'origine. Très bien, merci Isabelle pour cette présentation globale des défis qui attendent ceux qui rentrent en France. Et tu parlais justement du couple, donc je crois que c'est justement ce dont Cécile va nous parler maintenant. Quels sont les défis spécifiques donc pour le couple, Cécile? Alors en fait, déjà, je trouve ça super intéressant de pouvoir parler du couple parce que finalement, ce dont on s'aperçoit, c'est que même si fondamentalement, on se dit que c'est super important dans notre vie,
on va mettre beaucoup d'énergie pour tout ce qui est de l'emploi par rapport aux enfants, pour trouver un autre logement, etc. Et bien souvent, on va avoir cette idée que bon, on rentre en France, donc ça va être peut-être plus simple que les autres expatriations. Et du coup, le couple, bien sûr, on va y penser quand on aura le temps un jour, peut-être. Donc, c'est très bien de pouvoir se dire qu'on prend un temps aussi pour ça, parce que finalement, parfois, bah voilà, il y a peut-être des choses qu'on pourrait anticiper, des petites choses à avoir en tête pour savoir comment réagir quand on va sentir peut-être une situation arriver. Et je rebondis aussi sur ce que disait Isabelle sur le contexte. Déjà, c'est vrai que c'est important de se dire en fait dans quel contexte on va partir, puisque ça va aussi avoir une influence par rapport au couple, par rapport à la dynamique dans la relation, dans la communication, comment ça va se passer. Parce qu'on peut imaginer que quand c'est un départ où il y a pour des familles où on va laisser des enfants, par exemple, quand ils sont un peu plus grands, ou alors ça va être parce qu'il va falloir vite partir alors que ce n'était pas prévu pour des raisons professionnelles. Donc, on voit qu'en fonction du contexte, ça va être les émotions vont pas être les mêmes forcément pour l'un et pour l'autre. Et c'est aussi important de revoir du coup cette notion de responsabilité. Et on le voit au travers de certains témoignages sur mon conjoint ne veut pas ou moi je veux pas. Et puis on a un choix à faire, mais j'ai peur de faire porter ça sur mon conjoint, etc. Donc cette notion de responsabilité, elle me semble aussi importante à reposer, et ce qui nécessite du coup d'aller au sein du couple, pouvoir faire attention aussi à sa communication pour être sûr que justement ça reste un projet commun, même si l'initiative peut être souvent quand même par rapport au métier de l'un des deux. Pour autant, voilà, il y a peut-être un intérêt à se dire comment l'autre le vit, est-ce qu'il y a des peurs, est-ce qu'il y a des incertitudes qui seraient importantes à reposer ensemble. Donc, ça peut faire peur, en fait, aussi, des fois, de lancer une conversation. On se dit, mais je ne sais pas comment l'autre va réagir, j'ose pas dire les choses. Voilà, parfois, vaut mieux exprimer, même si on n'est pas obligé de tout de suite apporter les réponses à l'autre. Souvent, il faut aussi un temps de digestion quand on vient de recevoir une information. Et puis parfois, c'est aussi simplement de l'écoute, accueillir que bah oui, il y a des peurs et c'est tout à fait normal que on n'est pas forcément, on va pas forcément être d'accord sur là où on va emménager, mais comment faire pour justement essayer de trouver des points d'entente pour éviter de faire peser plus sur l'un que sur l'autre cette notion de choix, et faire en sorte qu'on reste, voilà, cette notion d'équipe que certainement on a pu connaître au départ de ces premières aventures en tant qu'expatrié. Donc ça me semble être un point important. Et puis, il y a aussi effectivement l'âge, en fait. C'est-à-dire qu'on peut se dire, OK, le projet, il est bien ficelé, mais après, il y a la réalité, c'est-à-dire que le couple va être aussi amené, comme dans les autres aventures en tant qu'expatrié, à faire beaucoup de choix. Et ça, c'est pas tout. Quand on est en France, quand on vit quand on ne bouge pas, il y a tout ça, le couple n'a pas à faire face à tous ces choix. Quand on parle de choix d'école, de maison, d'aller savoir dans quelle région on va se poser, est-ce qu'on va près de la famille ou pas, est-ce qu'on emmène les enfants ou pas, ou est-ce que les enfants vont être scolarisés. Donc, on sent qu'à chaque fois, ça va nécessiter de nouveau de rentrer en communication avec son partenaire au sein du couple pour et ça, on le sait en fait, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des choix à faire, potentiellement, on va avoir on va pas forcément être d'accord tout le temps, donc ça va être important de se redire dans ces moments-là, OK, quelles sont nos valeurs communes? Qu'est-ce qui va motiver notre choix profond? Donc ça, c'est important aussi ça ramène aux bases, vraiment aux fondamentaux. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête, c'est-à-dire que va y avoir potentiellement beaucoup plus de discussions, donc le risque qu'il y ait beaucoup plus de conflits dans cette période-là est normal. Ça sous-entend aussi derrière qu'émotionnellement, faut être aussi
détendu. Il faut le savoir qu'il va y avoir toute cette phase-là à affronter. Et de le savoir, déjà, ça permet d'être un petit peu plus tranquillisé par rapport à ça. Ensuite, il y avait aussi peut-être quelque chose qui était important à avoir en tête, c'est que on n'est pas des robots où on fait reset quand on passe d'un pays à un autre. Et du coup, j'aime bien aussi rappeler que, bah, en tant que couple, on a appris de ces expériences-là. Et c'est intéressant de se dire, bah tiens, moi, je donne un peu souvent l'idée de cet exercice de, on fait les cartons. Il y a des choses qu'on a apprises qui nous ont plu, qui nous ont servi pour le couple, pour la famille, pour soi-même. Qu'est-ce que j'emmène et qu'est-ce qu'on laisse? Et du coup, voilà, ça, c'est un exercice qui peut être intéressant de faire. Alors, encore mieux quand il n'y a pas les enfants, quand on est quand on sent qu'on a un peu le temps de pouvoir être dans un échange. Mais voilà, déjà individuellement, de se dire, tiens, qu'est-ce qui m'a plu dans toutes ces aventures-là et qu'est-ce que j'ai envie de ramener en France? Donc, par exemple, quand on a on a pris le temps d'aller découvrir des endroits, découvrir tout ce qui est culinaire, donc tout cet intérêt-là, pourquoi on peut pas le faire en France, en fait? Parce que je crois qu'on l'a suffisamment dit, au cours de ces tables rondes, c'est que le retour en France, c'est pas un retour à la maison. On voit qu'il y a quand même, il y a de la nouveauté. Donc on peut garder aussi quand on aime ça, quand on aime aller, à l'aventure, ça, on peut le retrouver aussi, même quand on rentre en France. Et donc voilà, c'est de se dire en tant que couple, bah, on repart pas de zéro, en fait. Et qu'est-ce qu'on a envie de prendre? Qu'est-ce qu'on a envie de laisser? Parce qu'il y a peut-être des choses que, par exemple, par rapport à l'organisation, on imagine aussi que souvent le retour en France, il va y avoir un équilibre à retrouver. C'est pas rare que quand il y en avait un qui travaillait peut-être moins ou plus, il y ait de nouveau une activité qui reprend des deux. Comment ça va se gérer au niveau des enfants, par exemple? Au niveau, il y a des personnes qui se disent, bah, on avait cette organisation-là, mais on avait aussi du soutien. Parce que bah, il y avait un accès à l'aide pour les enfants ou pour les tâches ménagères qui étaient plus faciles que si on rentre en France. Comment ça va se passer au retour en France? Donc, si on peut anticiper tout ça, bah, ça va éviter au moment où on est hyper fatigué, où on n'en peut plus, où on est en train de se bagarrer avec l'administration, où on est en stress par rapport à l'emploi, de se dire, bah, ça, on aura traité ces questions-là. Et de se dire que cette flexibilité, souvent, voilà, il y a quand même ces petites compétences-là qu'on retrouve chez les personnes qui ont des parcours d'expatriation, cette notion de flexibilité, et bien ça, c'est pareil dans la relation. C'est de se dire, OK, on avait décidé des choses, mais on s'autorise à aller parfois se poser et se dire, OK, en fait, ce qu'on avait décidé, on était OK. Est-ce que c'est toujours valable? Parce qu'il y a ce qu'on s'est dit et ce qu'on vit. Est-ce que ça colle encore? Est-ce que ça va encore à l'autre? Parce que peut-être que ça me va à moi, mais peut-être que l'autre, il est plus OK avec ce qu'on a décidé. Donc, c'est intéressant de temps en temps de regarder dans le rétroviseur et d'aller demander à son partenaire, à sa partenaire, comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que voilà, ce qu'on s'est donné comme piste, les choix qu'on avait faits, est-ce que c'est toujours cohérent? Est-ce que ça te va toujours? Donc ça aussi, c'est intéressant de pouvoir, voilà, de pouvoir se donner ces moments-là. Et je finirai aussi par une autre petite chose, c'est qu'on parle beaucoup de communication verbale. Alors, on va parler de la communication non violente, où on va éviter, voilà, d'aller dans des sortes d'accusations, de dire le tu, on dit que le tu y tue. Et donc, c'est intéressant dans ces moments-là, ok, d'avoir cette conscience-là qu'on peut organiser aussi, poser un contexte pour favoriser une communication, savoir au préalable quels sont mes besoins dans cette nouvelle situation, quelles sont encore une fois, quelles sont mes peurs par rapport à ce que je vis et qu'est-ce que j'attends de l'autre. Et quand on est dans cette communication-là, il faut aussi toujours se rappeler qu'il y a une notion de temporalité. Ça veut dire que moi, dans ma tête, c'est très clair que ça me va plus, que j'ai besoin de plus de soutien sur tel domaine, mais l'autre en face, il n'est pas forcément au courant de tout ça. Donc, il ne faut pas l'oublier. Que quand on va
donner, offrir ce message, même sans le tu, et ben pour autant, c'est pas pour ça qu'il va être accueilli à bras ouverts et que bah, quand on est dans une période un peu, on l'a dit, de transition où il y a plein d'incertitudes, on va avoir un peu tendance à être un peu crispé, à être un peu sur la défensive. Et donc, c'est normal. Il y a un temps de digestion du message qui vient d'arriver. Et on a le droit aussi de dire, bah, écoute, là, je ne sais pas tout de suite, je vais réfléchir et on en reparle. Donc ça, c'est aussi important, c'est une sorte de maintien de la communication. Et puis, des moments aussi de connexion. Parce que bah, c'est bien de communiquer, mais ça ne suffit pas. Dans la relation, il faut aussi avoir des moments de connexion. Et des moments de connexion, qu'est-ce que c'est? Bah ça va prendre plusieurs formes en fonction des familles, en fonction des couples. Mais ça va être, par exemple, intéressant, encore une fois, de se dire, bah, tiens, quand on était dans tel pays, qu'est-ce qu'on aimait faire ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait reproduire dans ce nouvel environnement. Alors après, il faut faire preuve de créativité, il ne faut pas se censurer. Et puis, ça peut être évidemment le matin de se demander comment ça va, mais aussi de se regarder quand on parle, de se toucher, d'aller s'offrir un moment ensemble. Et puis parfois, bah, quand il y a les enfants, on peut aussi s'offrir des moments en couple et aussi avec les enfants. C'est pas grave, on fait aussi avec la réalité. Et donc, vaut mieux des moments riches en famille que pas du tout rien. Donc voilà. Et du coup, voilà, ça, je pense que c'est important de pas oublier, surtout de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on a aimé? Qu'est-ce qu'on a envie d'amener avec nous? Et par contre, qu'est-ce qui nous plaît plus du tout et de quoi on n'a pas envie? Et je finirais aussi par dire que c'est pas forcément évident parce qu'on nous l'a pas appris. On nous a pas appris à être en relation, on nous a pas appris la communication, on nous a pas appris à être expatriés, à faire face à tous ces changements. Donc c'est normal voilà, d'avoir des moments un peu difficiles. C'est pas forcément aussi évident quand on a son partenaire ou sa partenaire où on sent qu'il y a une souffrance. Isabelle l'a expliqué. Quand il y a on sait qu'un couple est mis en difficulté à partir du moment où il y a une perte d'emploi, où il y a un déménagement, où il y a l'arrivée des enfants. Donc, on voit que quand on est dans ces situations d'expatriation et de retour en France, potentiellement, on va connaître ça. Donc, c'est pas forcément voilà, évident de voir aussi son partenaire ou sa partenaire aller mal. Et ça, bah, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces moments-là? Encore une fois, c'est accueillir, pas forcément donner des conseils, parce qu'à ce moment-là, bah, c'est pas forcément de ça dont on a besoin. Par contre, d'aller conseiller, d'aller se faire aider parce que justement, c'est tout à fait normal et qu'il faut pas forcément attendre d'aller très mal pour aller mieux, bah, ça, c'est aussi une piste très intéressante. Ou de regarder les replays des différents tables rondes qui seront proposées. Donc voilà, je pense que Margot-Anna, elle va pouvoir compléter Oui. avec la notion famille. Et puis, bah, je reste à disposition s'il y a des questions. Merci Cécile. Oui, je vais parler un peu plus des parents, comment on peut prendre soin de ses enfants, de soi, ses ados, dans cette période de transition dont parlait Isabelle, hein, c'est vraiment une période un peu particulière. Donc, la première chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que parfois, en tant que parent, on ne réalise pas à quel point le pays d'origine, en fait, peut être un pays nouveau pour nos enfants, en particulier pour des enfants jeunes qui n'ont parfois jamais vécu dans ce pays. Et des enfants qui n'ont pas l'âge de parler peuvent vivre vraiment une vraie déchirure, en fait, une tristesse, un sentiment de perte. Et quand on est parent, qu'on rentre chez soi, malgré tout ce qu'on a dit, on n'imagine pas forcément que les enfants ne sont pas dans cette même projection, puisqu'ils n'ont pas passé peut-être 30 ans de leur vie dans ce pays avant de partir en expatriation. Et ce sentiment de perte, donc, qui est aussi le propre de l'impatriation et du retour, peut être vraiment fort chez des enfants ou des ados qui quittent leur famille, leurs amis, leur école, leur environnement familier. Et donc, certains peuvent vivre une sorte de deuil, en fait, avec les phases de deuil, du choc, de la colère, des étapes dont tu parlais, Isabelle. Et en fait, comprendre les émotions que traversent nos enfants en les reconnaissant, vraiment va les aider à les traverser.
Donc, Isabelle, tout à l'heure, nommait un petit peu les états émotionnels dans lesquels on passe et dans lesquels passent nos enfants. J'aimerais insister sur le fait qu'il est vraiment important de dire que c'est normal. Et donc, pour nos enfants qui sont jeunes, en particulier, de dire, bah, écoute, oui, moi aussi, je me sens triste parce que on a quitté ça, voilà, ce pays, nos amis, moi aussi, c'est normal que tu sois triste. Donc, on reconnaît et on valide les émotions, ça va aider déjà, voilà, l'émotion à être vécue, tout simplement. Toute cette tristesse, cette frustration, parce que y a des choses que je ne comprends pas, je n'ai plus les codes. Également, ce manque de confiance en soi. On a des enfants qui peuvent un peu se replier sur eux-mêmes en disant « je ne vais pas y arriver ». On valide et on reconnaît que c'est normal. Cette période de transition dont on a parlé, c'est une période qui est aussi marquée par un fort stress. Alors oui, il y a le stress de trouver une nouvelle maison, une nouvelle école, tout la paperasse administrative. Et finalement, on l'oublie un peu, Cécile disait, on oublie un petit peu de se recentrer sur notre couple. Et on oublie aussi de prendre soin de soi. On oublie aussi que dans cette période où on va être chamboulé émotionnellement, en tant que parent, on doit souvent apparaître comme un roc par rapport à nos enfants et c'est pas facile parce qu'on vit beaucoup de stress, on passe par des hauts et des bas et donc j'invite les parents vraiment à trouver ce qui leur fait du bien. Alors je pense que quand on est adulte, on a quand même des techniques. Isabelle parlait de techniques de relaxation, on sait ce qui nous fait du bien, aller marcher dans la nature, respirer, prendre un bon bouquin, du yoga, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas que ça passe après tout le reste. Souvent, comme tu disais, Cécile, on met ça de côté, on dit on verra plus tard, on se focus sur l'essentiel. Et en fait, c'est l'essentiel, prendre soin de soi émotionnellement et pour pouvoir prendre soin des émotions de nos enfants, pour éviter les conflits et les crises dans cette période qui est vraiment, qui peut être difficile. Donc, je vous invite à se reconnecter à toutes ces routines que l'on connaît et qui nous font du bien pour pouvoir rester le plus possible calme, centré sur soi pour pouvoir aider nos enfants. On peut aussi faciliter l'expression de ces émotions à nos enfants, donc je disais en les valorisant, en les reconnaissant, mais aussi on peut proposer de l'expression créatrice, par exemple. Quand on rentre en France, on insiste sur le côté académique ou le sport, etc. Et on oublie que peut-être ça peut être intéressant d'aller exprimer ces émotions par du dessin, du théâtre, de l'écriture, de la musique, même si c'est pendant quelques mois, même si c'est pendant cette période assez courte, mais ça peut aller jusqu'à 1 an, disait Isabelle. Donc, pour pouvoir laisser s'exprimer. Et c'est OK que parfois, voilà, ça sort. Et il faut que ça sorte. J'ai bien aimé ce que tu disais, Cécile, sur la famille et souvent, enfin, pendant l'expatriation, la famille a été vraiment une unité, a vécu comme un noyau et c'est difficile de rentrer et d'être soumis à jugement éventuellement, à on retrouve l'univers familial plus élargi. Et donc, être confronté aux pressions familiales fait nous remettre en cause notre choix de valeurs familiales. Et donc, par rapport au couple et par rapport à la famille en tant que parent, prendre le temps de se dire, voilà, on a mis en place de nouvelles habitudes éducatives, peut-être, qui sont un petit peu différentes des habitudes que l'on a en France. Est-ce que c'est notre choix et comment on reste fort dans ce choix ou pas, ou est-ce qu'on les remet en cause? Mais en tout cas, je trouve que ça re-questionne beaucoup sur les valeurs et sur le fonctionnement éducatif de la famille. Et c'est intéressant de se poser, de réfléchir à ces choix qu'on a mis en place. En ce qui concerne les ados, Isabelle parlait du choc culturel et c'est vrai que l'adolescent qui vit à l'étranger, il se sent différent, mais entre guillemets, c'est normal parce qu'il est étranger. De fait, il n'a pas la langue, etc. Quand il rentre en France, ça ne se voit pas, ce décalage. Puisque voilà, il est français, il parle la langue, mais il ne maîtrise pas les nouveaux codes, il ne maîtrise peut-être pas les séries Netflix à la mode ou je sais quoi. Et donc, du coup,
cette différence invisible, elle est parfois très difficile à vivre pour nos ados. Et donc, juste le fait d'en parler, de lui expliquer, de normaliser, valider ce qu'il ressent, c'est quelque chose de très important. Et comme disait Isabelle, observer les comportements. Il y a l'adolescent qui va essayer de se fondre un maximum dans son environnement, d'être caméléon pour pas se faire remarquer, mais un petit peu aux dépens de sa personnalité. À l'inverse, il y a celui qui va mettre en place une personnalité très forte pour se faire remarquer un peu trop, ou déranger peut-être. Et puis, il y a des adolescents qui n'osent même pas parler de leur vécu. Certains, j'ai entendu des témoignages de jeunes qui rentrent vers 18-19 ans qui ne disent même pas qu'ils ont vécu à l'étranger. Donc, en fait, je dirais que ce qui est hyper important ici, c'est de valoriser leur histoire et de travailler avec nos ados sur le fait que oui, ils sont différents, mais quelle chance, oui, ils ont vécu des choses extraordinaires, bah oui, que les copains d'à côté n'ont pas vécu. Effectivement, c'est bizarre et c'est difficile d'en parler puisque les autres ne connaissent pas, mais c'est ça leur force, c'est ça leur expérience et comment on en fait une base de leur personnalité finalement. Et je vous invite à découvrir cette notion de troisième culture. Cécile Gilbert, qui est ici présente, qui a écrit un livre sur les enfants de la troisième culture que je conseille. C'est vraiment passionnant sur ce décalage entre l'enfant qui a vécu ailleurs et qui revient dans son pays. Voilà. Et alors juste, je finirai sur quelques conseils peut-être un peu rapides pour comment mieux traverser cette période de transition. Isabelle parlait de la routine, j'insiste là-dessus en disant qu'effectivement, retrouver au maximum une routine stable pour créer une sorte de sécurité intérieure, surtout pour des enfants petits, ça apporte un noyau sécurisé, c'est une piste. La deuxième, c'est d'écouter les besoins, les besoins de nos enfants, les besoins de mon partenaire, comme tu parlais, Cécile, et mes propres besoins en tant que maman, en tant que papa. Dans cette période, j'ai besoin de prendre soin de moi. Et je m'écoute aussi, j'écoute mes besoins. Après, être adaptable et être un modèle d'adaptabilité. On a cette routine qu'on essaye de mettre en place, même si c'est un peu chaotique au départ. Mais oui, on a été adaptable et oui, on s'est adapté à énormément de situations dans notre expatriation. Ça fait partie de notre identité et donc on peut aussi accueillir chez nos enfants et nos ados ces va-et-vient, ces sorties de route, c'est que le fait qu'il y ait des moments où on ne sait pas exactement comment on l'avait prévu, c'est OK, ça fait partie de la période de transition. On s'adapte comme on a appris à le faire. Je dirais qu'il faut garder une attitude positive, même si c'est difficile. On entend beaucoup parler des difficultés du retour, mais on a quand même vécu des choses, pour la plupart des gens qui ont eu la chance de vivre à l'étranger, des choses assez folles, assez incroyables, j'imagine quand même. Et donc, insister sur ça auprès de nos enfants, auprès de nos ados, de ce qui est positif et ce qui est positif dans le retour. On va se reconnecter avec des choses qu'on aime, qu'on apprécie, comme tu disais, Cécile, sur des nouvelles habitudes, de ce qu'on a envie de développer, etc. Et pour finir, je dirais de célébrer les petites victoires parce que quand c'est difficile pour les enfants, par exemple dans leur nouvelle école ou un nouveau travail et que là, on a réussi quelque chose, on est content ou enfin on a trouvé la maison, on célèbre les petites victoires en famille, on en fait un moment un peu positif. Et la dernière chose, ce sera de rester patient. Parce que comme Isabelle a commencé en disant que ça pouvait prendre une année, c'est une période de transition, mais la transition peut être assez longue et effectivement, c'est frustrant que parfois ça prenne du temps, que les enfants, les ados râlent, ils ne sont pas encore bien dans la vie française, et c'est normal. Donc, ça prend du temps de s'adapter et il faut être patient. Voilà, j'aimerais bien finir là-dessus. Merci beaucoup, Marie-Annelle, pour cette conclusion positive, somme toute, hein, parce qu'effectivement, rentrer en France, ce n'est pas non plus qu'une série de difficultés. Et comme tu le soulignes, il y a pas mal de choses aussi très, très positives à découvrir ou à redécouvrir dans le pays qu'on avait quitté il y a quelques années. Alors, Cécile va Moi, peut-être vous poser quelques questions. j'ai des petites questions.
Bravo à toutes les trois. Je trouve que vous avez fait un tour d'horizon extrêmement complet des défis qu'on peut relever. Bon, c'est pas une question, ça c'est mon avis personnel, mais en tout cas, bravo. Oui, ben, Marie-Ganelle, justement, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, parce que tu as donné beaucoup de conseils très concrets et très réalistes, mais s'il y en avait un seul que tu devais Mhm. donner aux familles, c'est une question un Ce- petit peu piège, j'imagine. Oui. Il y a la patience, mais il y a aussi celui de se faire confiance et de faire confiance à nos ados, à nos enfants. C'est difficile parfois quand tout est chamboulé, mais je dirais, voilà, et on leur fait confiance, ils se sont adaptés précédemment, nous aussi, donc se faire confiance et faire confiance à nous, à nos enfants, c'est quelque chose que j'aime bien rappeler aux parents. D'accord. Oui, pour Isabelle, à quel moment doit-on se rendre compte qu'il faut consulter un professionnel? Alors, donc on a évoqué un peu qu'il y a plusieurs sites publics, ce que disait Marie-Gaëlle, pardon, ce que disait On t'entend pas très bien. On t'entend pas très bien, Isabelle. C'est peut-être te rapprocher du micro, c'est un peu haché. Là, ça va mieux ou pas? Oui, c'est mieux. Oui, par rapport à cette notion de signes que peuvent montrer en fait aussi bien les enfants, des adolescents que des adultes, ça fait partie du processus normal. Donc, en effet, la question, c'est que quand par contre les signes que j'ai pu évoquer sont trop intenses ou sont trop longs dans la durée, donc la personne montre vraiment un mal-être, à ce moment-là, c'est là que c'est important d'aller voir un professionnel de santé. Mais si par exemple c'est une tristesse ou voilà, que c'est quelque chose qui reste dans le raisonnable, enfin, dans le vivable, que c'est pas de l'ordre de la souffrance, à ce moment-là, en effet, ça fait partie du processus. Mais quand, donc en termes de plus d'intensité et peut-être au niveau de la longueur, si jamais ça dure trop longtemps, à ce moment-là, d'aller voir un professionnel, ça peut être complexe. Mais je poserais bien la même question à Cécile au niveau du couple. À quel moment ouais, comment formuler ça, mais à quel moment on se rend compte que ben, peut-être la communication verbale, non verbale ne suffit plus, la connexion ne se réalise pas. À quel moment on peut se dire, bon, ben, dans ce cadre de ce retour, il faut peut-être qu'on se fasse un peu accompagner, enfin, qu'on fasse accompagner notre couple en tout cas. En fait, souvent, c'est une sorte de ressenti où à chaque discussion, il va y avoir des tensions, ou alors il n'y a plus de discussion possible, il n'y a plus d'échange possible. Et en fait, on voit que l'écart se creuse avec ce sentiment de plus être compris, parfois d'être seul, de se sentir seul alors qu'on est deux dans la relation. Et puis c'est aussi au travers il y en a, ça va être aussi en se disant, bah, on avait des moments d'intimité, de complicité qu'on n'a plus. Malgré des efforts, ça ne marche pas. Donc là, c'est des signaux très concrets où c'est à partir de là que souvent les personnes viennent, ou alors quand les conflits sont de plus en plus fréquents, ou sinon de plus en plus intenses. Et dans la souffrance aussi, quand on se sent, quand on sent qu'on n'ose plus dire quoi que ce soit. Enfin, donc voilà, c'est des petites choses comme ça et souvent en fait les personnes arrivent en disant mais on a essayé quoi, mais on n'y arrive pas. Donc voilà, ça c'est. Je crois que j'ai une autre question pour toi, Cécile. Euh, Mhm. une question qui a été posée. Je sens que ma conjointe ne va pas bien depuis qu'elle sait que l'on doit rentrer. Ça s'en ressent sur notre couple et je ne sais pas ce que je peux faire. Mm. Oui, donc ça, c'est quand on est encore, on n'est pas encore rentré, on va rentrer et on sent qu'il y a un malaise chez l'un des deux. En fait, on le retrouve dans les deux cas, hein. Ça, enfin, je veux dire, il y a des situations, enfin, moi, c'est ce que je vois, c'est que ça peut exister aussi bien quand on n'est pas encore rentré que quand on est rentré finalement, où l'un des deux ne va pas et on a beau essayer d'encourager, de motiver justement, de trouver des solutions et parfois, en fait, c'est justement ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a pas il y a des personnes qui sont justement où elles disent mais
ça me renvoie à une incapacité quand il ou elle me dit mais fais ci, fais ça, je me sens peu comme un enfant ou incapable de. Donc bien souvent, en fait, il y a besoin surtout d'une écoute, d'une reconnaissance de la difficulté, du mal-être, que c'est difficile et que par contre, il y a des possibilités justement d'aller en parler à deux, tout seul. Enfin voilà, c'est plutôt finalement accueillir et souvent, ou alors faut le demander. Est-ce que, alors, c'est intéressant en fait quand la personne vient exprimer des difficultés, aussi d'observer ses propres réactions. Parce qu'il y a des personnes qui vont être un peu hermétiques parce qu'ils vont avoir ils ou elles vont avoir peur de savoir mais qu'est-ce que je vais en faire en fait de ça là, de cette souffrance, de cette inquiétude, de cette angoisse. Moi, je sais pas quoi en faire, c'est inconscient évidemment, hein. Et donc, il va y avoir soit on évite, soit en fait, il y a un truc où il n'y a pas de réaction. Ou alors une réaction justement qui va être bah, quand même, c'est pas compliqué, regarde pourquoi tu fais pas ci, regarde tu fais pas ça. Et en fait, la personne ne se sent pas du tout, il n'y a plus de connexion et se sent pas comprise et accueillie dans son mal-être. Donc ça, c'est aussi d'observer comment soi-même on est face au mal-être de l'autre qui peut voilà, être compliqué même pour soi-même. Et puis, du coup, quand on essaye d'aller de favoriser la communication, donc voilà, c'est aussi des contextes, c'est aussi que parfois l'idée c'est pas, on peut demander, ok, est-ce que tu veux enfin, est-ce que je peux t'apporter des conseils, est-ce que tu veux que enfin, demander s'il y a besoin de conseils, et puis parfois c'est voilà, beaucoup de l'affection, de la réassurance et expliquer qu'il y a des pistes pour se faire accompagner. Et ça, il y a plein de façons d'être soutenu. C'est ça qui est formidable aussi. J'ai aussi D'accord. encore une petite question pour Cécile. Oui, j'ai encore J'en une ai une en question. fait aussi. Justement à propos du retour, qu'est-ce qui se passe quand il y en a un qui veut ou qui doit rentrer et que l'autre n'a pas envie de rentrer? Bah oui, ça c'est une réalité aussi qui peut arriver, où on n'est pas, voilà, on est sur des décalages de souhaits, d'avenir. Et ça, justement, c'est important. Ça va obliger le couple à reparler des bases sur pourquoi on reste ensemble. Il y a des personnes qui décident aussi au travers de ces discussions. Bah, il y en a un qui rentre en France en premier, ou alors il y en a un qui rentre et l'autre qui reste. Donc, faut aussi, voilà, c'est aussi l'idée dans ces moments d'échange, parce que forcément, ça va nécessiter des moments d'échange où il va falloir faire preuve, comme on l'a dit tout à l'heure, de patience, de pouvoir écouter vraiment l'autre, d'accueillir et d'être dans un échange de pourquoi il y a ce désir de rentrer, pourquoi il y a ce désir de rester, est-ce que derrière, il y a voilà, il y a des peurs ça peut être du coup, on découvre que bah, j'ai peur de rentrer parce que bah, je sais, financièrement, ça va être trop compliqué, on va pas avoir la même vie, on va pas, et puis l'autre personne ne savait pas du tout qu'il s'agissait de ça, donc le couple va pouvoir petit à petit aller parler des vraies choses en fait, des vraies thématiques qui posent question, et pas simplement on rentre ou on rentre pas. En fait, c'est surtout ça. C'est une occasion, même si c'est difficile, qui est donnée, qui est offerte pour aller repositionner, parler de ces désirs, de ces besoins, de ces valeurs aussi. Qu'est-ce qui va nous faire rester ou qu'est-ce qui va nous faire partir? Merci Cécile. Alors là, c'est un petit peu, là, Elisabeth c'est dans le couple, mais là, ce serait plutôt une question pour Marie Guénel, peut-être. Qu'est-ce qui se passe quand dans la famille, il y en a un seul qui vit difficilement le retour? C'est souvent l'adolescent d'ailleurs, l'adolescent ou les adolescents de la famille qui vivent moins facilement le retour que les autres. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Parce que quand c'est toute la famille qui va mal, c'est une chose, mais quand il y en a un seul et que ça se passe bien pour tout le monde. Si c'est un ado ou un jeune, je dirais que c'est difficile de garder l'équilibre entre je garde les contacts avec mes amis voilà, de l'expatriation et je crée des nouveaux contacts avec, en France en arrivant. Donc, pour pas qu'il soit complètement dans sa bulle virtuelle, je suis toujours en train de connecter avec mes amis de là-bas, mais voilà, donc l'encourager à aller se faire des nouvelles amitiés, ça c'est un point, mais c'est pas facile parce que l'équilibre
Vraiment, ça va être une période un peu complexe de transition. Pour l'ado, je dirais que il faut lui accorder de l'autonomie. Alors bon, un peu de contrôle entre guillemets de choses qu'il peut choisir dans sa vie. Donc lui laisser des possibilités de choix et pas tout imposer, parce que parfois donc si le retour est vécu comme une contrainte, puisque donc voilà, il est tout seul, il n'a pas envie de rentrer. Qu'est-ce que tu choisis au sein de cette contrainte? Alors, c'est pas forcément l'école, hein, mais des petits choix, mais quand même, de temps en temps, lui laisser la possibilité de choisir et d'avoir une autonomie au milieu de cette contrainte. Je dirais qu'il faut aussi mettre en place valoriser tout ce qu'il aimait auparavant, valoriser un peu ses centres d'intérêt pour montrer que, bah voilà, ici aussi, en France, tu peux faire ce sport que tu adores ou cette activité. Donc, essayer de poursuivre ces centres d'intérêt ou ces passions pour qu'ils essayent de retrouver évidemment un goût pour dans le nouveau pays. C'est valable pour les enfants et pour le couple aussi, finalement, si on n'a qu'un. On va essayer de se raccrocher à quelque chose qu'on apprécie ici, donc en France. Voilà ce que je dirais. Une dernière petite question, alors rapide, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais pour Isabelle, mais qui est importante. Est-ce que c'est beaucoup plus difficile de rentrer en France quand on vient d'un pays très différent, c'est-à-dire un pays, on va dire, peut-être moins occidental, ou est-ce que c'est plus difficile quand il y a un énorme écart de culture entre le pays d'accueil et le pays d'origine? En fait, quand il y a une grande différence de culture, peut-être que la personne, quand elle vient, elle se prépare plus parce que du coup, il y a une grande différence et du coup, d'une certaine manière, elle va peut-être par instinct se prépare plus. Alors que quand il y a moins de différences de culture, par exemple, la Hollande et la France sont des pays qui sont très proches et du coup, les personnes peuvent facilement voyager. Du coup, cette différence de culture apparaît moins. Du coup, les gens se préparent peut-être moins et du coup, ça peut être moins bien vécu. Donc, en fait, chaque situation est différente, mais ça ne veut pas pour autant dire que l'un et l'autre est plus difficile, mais c'est en effet qu'il y a plus de différences. Peut-être que la famille se prépare plus que quand il y a moins cette distance culturelle et géographique. Merci à toutes les trois. Merci pour vos éclairages sur ce retour en France en famille. Merci Cécile Chaban, Marie-Guédel Polic et Isabelle Rader. J'invite les participants qui veulent encore vous poser des questions ou qui veulent entrer en contact avec vous à regarder sur le site Expat Pro, donc www.expat-pro.com pour y retrouver vos profils et vous contacter en direct si besoin ou si envie aussi pour échanger avec vous. On retrouvera aussi comment vous contacter sur une page qui se retrouvera à la fin du replay. Voilà, quand sera diffusé, on mettra une diapo avec les possibilités, vos contacts et la possibilité de prendre contact avec vous. Voilà, un grand merci à toutes les trois. Merci aux personnes aussi qui nous ont écoutés. Et puis à très bientôt. Et puis bon retour à ceux qui vont rentrer bientôt. Et puis bon courage pour ceux qui sont rentrés, qui sont un peu dans les cartons encore ou dans les formalités administratives. Ça sera un des thèmes qui sera abordé demain, une table ronde à 14 h. Et puis à 17 h, il y en aura une autre demain aussi concernant toutes les questions tournant autour de la scolarité. Voilà, qui est souvent au cœur des préoccupations de pas mal de familles. Grand sujet. Merci encore. À bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.